Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Véganarchisme Inclusif. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre position en ce qui concerne le féminisme, le racisme et le racialisme. Nous avons préalablement abordé la question de l'oppression spéciste. Une espèce, l'espèce humaine, opprime les autres espèces animales. Et vous souvenez sans doute que de notre côté, nous, véganarchistes inclusifs, nous nous positionnons radicalement contre. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons étudier deux types d'oppression qui concernent les groupes d'humains définis. Groupes d'humains opprimés par d'autres groupes humains. Ainsi, nous évoquerons notre position d'une part quant à l'oppression raciste et d'autre part à l'oppression sexiste ou de genre. Nous avons pour l'heure collecté un nombre insuffisant d'éléments pour vous présenter une réflexion précise et à peu près complète des autres oppressions. Cependant, nous tenons à souligner d'ores et déjà que nous y sommes absolument opposés. La non-mixité chez les féministes. Nous sommes par contre opposés à la démarche transphobe des féministes radicales exclusives qui rejettent les transgenres féminines de leur communauté. D'ailleurs, étant inclusifs, en ce qui concerne les animaux, comme nous l'avons déjà fait savoir, nous sommes de la même façon inclusifs quant aux êtres humains, tant qu'ils n'ont pas une pensée politique et philosophique opposée à la nôtre. Les critères de genre, d'orientation sexuelle, ne présentent aucun fondement recevable au rejet des personnes. Nous concevons bien évidemment que dans des cas particuliers, il s'avère nécessaire d'organiser une réunion ou une activité en comité restreint et notamment en non-mixité. Mais pourquoi certaines féministes refusent-elles la mixité, c'est-à-dire la présence d'hommes dans leurs réunions concertation? Les tenantes de la non-mixité avancent cet argument selon lequel les hommes auraient une nette tendance à s'imposer dans leur prise de parole, ce au détriment des femmes. N'ayant de mon côté jamais assisté à de telles réunions, je ne saurais me prononcer favorablement ou non pour ce qui est de la présence d'hommes au sein de ces dernières. Toutefois, partant du postulat que les féministes disent vrai, on peut sans doute expliquer cette tendance des hommes, sans toutefois l'excuser, par le fait que, conscients d'appartenir au camp de l'oppresseur, ils ressentiraient le besoin d'appuyer sur le fait qu'eux ne font pas partie de ce camp oppressif qu'ils combattent. Peut-être faudrait-il ouvrir des ateliers mixtes pour libérer ce genre de paroles et pouvoir ensuite passer à autre chose. Ceci étant dit, le caractère soi-disant systématique du problème m'étonne un peu. Que faisons-nous des hommes réservés, s'exprimant pas, peu ou pas en public? J'ai du mal à croire que ce genre d'individus, du moins une partie d'entre eux, ne fréquentent jamais les réunions féministes. De plus, la mixité dans toutes les luttes contre les différentes oppressions nous semble importante, voire indispensable. Je vais d'ailleurs ponctuellement aborder ce sujet dans l'article consacré au antispécisme. Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on est victime d'une oppression que l'on est en mesure de prendre le recul suffisant pour en cerner et en comprendre tous les mécanismes avec la plus grande objectivité. La meilleure preuve en est que toutes les féministes qui se respectent devraient être antispécistes, si elles poussaient leur réflexion jusqu'au bout, ce qui n'est que trop peu souvent le cas. Pour nous, la mixité demeure fondamentale en vue de la disparition des oppressions subies par les femmes. Mais qu'en est-il chez les personnes victimes de l'oppression raciste? L'oppression raciste, non-mixité chez les militants antiracistes racisés. Il semblerait que la non-mixité soit aussi une constante dans les mouvements antiracistes. Les critiques relatives à la mixité émises par des personnes victimes de racistes sont les suivantes. Les grands mouvements antiracistes, comme le MRAP, touche pas à mon pote, sont dirigés par des blancs et n'ont pas fait vraiment évoluer la cause. Les blancs seraient partisans d'avancer dans le combat progressivement, sans bousculer personne, un peu comme les welfaristes en ce qui concerne la question animale. À ces critiques, certes légitimes, nous répondons. Les grands mouvements antiracistes sont devenus des antennes du PS, sans doute pour conférer à ce parti une image bien hypocrite de respectabilité. Et les cadres de ces mouvements se sont préoccupés davantage de leur carrière politique que de réellement mener la lutte contre le racisme. Qu'ils soient blancs est indéniable, et encore pas tous,
mais la couleur de leur peau n'a rien à voir avec leur comportement nuisible à la cause antiraciste. Quant aux Blancs, partisans de progresser avec modération, nous ne pouvons croire qu'ils le soient dans leur intégralité. On trouve forcément des Blancs radicaux. Il est donc pertinent pour un mouvement antiraciste, au sein duquel les uns s'avèrent radicaux et les autres seulement réformistes, de se séparer. Les radicaux ne pouvant moralement accepter les compromissions des réformistes. Par contre, rejeter des personnes sur la couleur de leur peau n'a aucun sens. Pour conclure sur la non-mixité, nous craignons que cette façon d'écarter des personnes des luttes à cause de leur genre et de leur couleur de peau, personnes qui pourtant veulent s'investir, ne puisse qu'exacerber l'égoïsme déjà très omniprésent, y compris en milieu militant. Oui, la mixité est déterminante, et si nous voulons vraiment élaborer encore des stratégies efficaces de lutte pour en finir avec les oppressions. L'appropriation culturelle. C'est dans une université des États-Unis, encore oui, qu'est née l'expression ci-dessous, appropriation culturelle, alors qu'une étudiante noire s'est mise en colère face au druide Locke, cheveux tressés façon rasta d'un étudiant blanc. Elle avait le sentiment que ce gars blanc s'appropriait des éléments de sa culture. Depuis, l'idée d'appropriation culturelle s'est propagée partout et a envahi les milieux militants, y compris en France. On peut faire plusieurs remarques à ce sujet. Il est souhaitable de faire la distinction entre la personne blanche qui se déguise, se colore la peau par exemple, finalement pour se moquer de la culture qui s'y rapporte, de celle qui veut s'en imprégner par goût, donc dans un total respect. Il semble que les personnes qui s'opposent à l'appropriation culturelle ne fassent pas bien la distinction entre ces deux différences fondamentales. Par ailleurs, le mot s'approprier semble inadéquat dans ce cas si l'on prend la définition du dictionnaire Larousse. Faire sa propriété de quelque chose, souvent indûment. En particulier, s'attribuer la paternité d'une œuvre, d'une idée, s'approprier une invention. Fin de citation. En effet, les personnes blanches qui utilisent des éléments de culture qui ne sont pas les leurs ne prétendent jamais que cela vient de leur propre culture. Mais plus lourd de conséquences, ce mouvement s'opposant plus exactement au mélange des cultures, à la diversité culturelle, comme elle était encouragée dans les années 80, font le lit du communautarisme et de l'identitarisme. Chacune et chacun dans sa propre culture, dans son précaré. Nous y voyons là l'œuvre nuisible des racialistes qui ont finalement une approche très similaire avec les identitaires blancs du chacun chez soi et les pas de souche dehors. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun entre l'extrême droite catholique, intégriste et les racialistes de confession souvent musulmane, a priori, puisqu'on y trouve l'homophobie, le sexisme, la transphobie et un soutien évident pour la manif pour tous, opposé au mariage des homosexuels. Nous ne prétendons pas que seuls ces mouvements sont capables de véhiculer ces idéologies néfastes, mais il semble que ce soit une constante chez eux. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas, nous disent les universitaires. C'est juste, dans la mesure où quand un blanc est victime d'insultes ou de coups de la part d'une personne racisée, la cause de cette violence prend sa source dans un ras-le-bol du racisme subi, plutôt qu'elle ne provient d'un sentiment raciste proprement dit. Nous sommes bien d'accord. Pourtant, quand on dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, on peut comprendre le fait que seuls les blancs sont capables de racisme, et pas les autres groupes humains, disons non-blancs ou racisés. Or, que fait-on du racisme de certaines personnes nommées jaunes envers les noirs, comme on peut le voir en Chine notamment? Que fait-on du racisme des peuples du Maghreb ou des Arabes vis-à-vis des Noirs? Voir les récents événements des migrants noirs en Algérie et l'esclavage des Noirs par les musulmans, et ce pendant des siècles. D'ailleurs, les peuples du Proche et du Moyen-Orient sont victimes aussi de racisme, et pourtant ils sont plus blancs que noirs, me semble-t-il. Ces confusions s'expliquent sans doute par l'aspect justement confus du terme raciste, de par son aspect multifacette par excellence. Pour les suprématismes blancs, la race supérieure est la leur, la blanche.
Ils sont souvent issus du milieu catholique intégriste, le KKK en est un parfait exemple. En fait, le suprématisme est plutôt une conséquence des religions du livre. On le retrouve chez certains juifs qui se considèrent comme le peuple élu de Dieu, avec toutes les conséquences terribles que cette croyance les pousse à infliger au peuple palestinien. Le fait qu'Israël soit aux mains de l'extrême droite sioniste apparaît tout à fait prévisible dans ce contexte. On le retrouve enfin chez certains musulmans ou se revendiquant comme tel, un exemple Daesh. Il est à noter que la notion d'infériorité est bien pratique pour soumettre des peuples ou des groupes sociaux dominés et que les Blancs n'ont pas attendu la rencontre des Noirs pour appliquer cette théorie qui s'avait préalablement appliquée sur d'autres Blancs. En France, par exemple, comme nous l'avions déjà vu, les peuples intégrant le royaume de France, ou même plus proche de nous, dans le temps la France républicaine, étaient soumis à une forme de racisme parce qu'ayant des cultures différentes. On les jugeait inférieurs, bêtes et pourvus de tous les défauts possibles. Aujourd'hui, ces jugements demeurent très vivaces dans la France profonde. Le même problème s'est posé quand des habitants d'autres pays européens ont immigré en France. On pense à celles et ceux que l'on nommait avec mépris les Ritals, les Polacs, les Portos et les Espingouins. Vers ensuite les gens du Maghreb, avec le contentieux non encore terminé de la guerre d'Algérie et de son indépendance. Pourtant, blancs comme nous, ils subirent et subissent encore un racisme effroyable de notre part, dont nous tirons les conséquences dramatiques aujourd'hui. L'opposition entre les religions chrétiennes et islamiques a eu aussi son rôle à jouer dans cette tragédie. Ce n'est donc pas forcément une couleur de peau qui favorise le racisme, mais plutôt le refus des cultures différentes, la crainte que ces cultures ne soient imposées. Une victimisation. Ce qui n'excuse en rien, bien sûr, notre implication en tant que blancs dans l'horreur de l'esclavage des Noirs, qui a néanmoins duré beaucoup moins longtemps que celui exercé par les Arabes pendant des siècles et des siècles sur ces mêmes Noirs, état de fait sur lequel on est fait le silence. Ceci dit, quand nous parlons d'implication, il faut savoir de qui on parle. Il n'est peut-être pas plus pertinent de reprocher aux Blancs d'aujourd'hui l'esclavage d'antan des Noirs que de reprocher aux Allemands d'aujourd'hui le nazisme de leurs grands-parents. Il faudrait peut-être regarder l'origine sociale des coupables et se focaliser plutôt sur les grandes fortunes bordelaises ou nantaises qui ont été bâties justement grâce au commerce triangulaire. Il semblerait donc que certains Noirs veulent faire endosser à tous les Blancs la culpabilité d'un lourd passé que nous aurions en commun, faisant donc fi des différences de classe. On peut aussi avoir l'impression qu'ils se complaisent dans cette posture victimaire. Il n'est pas question non plus d'ignorer la mémoire tragique de ces personnes et de respecter les instants de commémoration qui peuvent exister ici ou là. Mais il serait peut-être plus sain et juste de ne pas voir un ennemi systématique dans chaque blanc. Il me semble que ce comportement vient plutôt d'un milieu aisé, bourgeois, universitaire. Racisme et racialisme. Des Noirs, bien souvent issus de milieux aisés, universitaires, bourgeois, voient d'un très mauvais œil la nouvelle scientifiquement avérée selon laquelle les races n'existent finalement pas et que la coloration de la peau, la forme du nez ou la texture des cheveux ne sont que la conséquence de conditions climatiques sur le très long terme, évidemment. Ces universitaires, souhaitant mettre en place des castes, favorisaient le communautarisme suivant des critères racialistes en oubliant volontairement les différentes classes sociales. Le mouvement ouvrier se trouve donc dépossédé de ses propres luttes, capté qu'il est par les milieux plus aisés, et ce, à l'avantage de ces derniers uniquement. Il est clair que nous ne nous situons absolument pas dans ce courant-là. D'un autre côté, on notera qu'une partie de l'extrême gauche et des anarchistes flirtent avec ces thèses dans l'espoir de séduire les quartiers populaires à forte population issue de l'immigration. Ces mouvements pensent que l'esprit communautaire pèsera plus fort que la solidarité de classe.
La lutte des classes n'est pas opposable aux luttes contre les oppressions. Nous ne nions pas que des personnes aisées peuvent être aussi victimes de racisme, mais nous ne partageons pas l'idée du communautarisme propre au racialisme. Nous rappelons que les racialistes suppriment les classes sociales au profit de classes raciales, ethniques, culturelles. Bien sûr que ces personnes méritent d'être défendues contre les actes racistes qu'elles subissent, mais elles n'en sont pas pour autant des alliés et encore moins des sœurs ou des frères de combat pour ce monde sans oppression que nous appelons de nos vœux. Identique est notre point de vue en ce qui concerne les femmes et les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et trans. Celles et ceux gravitant dans les milieux bourgeois, de la finance, du capitalisme, ne sont pas non plus des alliés mais des adversaires. Ce qui ne veut pas dire, faut-il le souligner, que nous sommes favorables aux oppressions dont ils sont victimes, oppressions que nous condamnons avec fermeté. Un discours récurrent venu des universités américaines a tendance à exprimer une logique binaire et simpliste de la question. Le blanc aurait des privilèges face à un non-blanc et l'homme aurait des privilèges sur la femme. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait exact non plus. Le problème vient du fait que les tenants de cette théorie, qu'ils imposent parfois avec une violence verbale indéniable, sont issus de milieux plus ou moins riches, donc déjà bien privilégiés par rapport à celles et ceux dont le quotidien est de survivre. Cette situation apparaît malheureusement logique quand on a enterré la lutte des classes. Certes, nous le répétons, nous ne nions pas que ces personnes-là puissent être victimes d'oppressions à caractère raciste et ou sexiste. Le milieu dans lequel elles gravitent n'est pas tendre, loin s'en faut, mais il est totalement infondé de taxer de misérables blancs, de privilégiés, a fortiori ces critiques venant de ces plus ou moins nantis, quand on sait que ces accusations peuvent également émaner de blancs, bourgeois, voulant être à la pointe des luttes féministes et racialistes. Ils en viennent à susciter chez les prolétaires blancs ou des personnes en grande précarité un vif sentiment de culpabilité. Il semblerait que les luttes contre le racisme et pour le féminisme sont principalement menées par des universitaires, de ce fait souvent loin des réalités des classes défavorisées. La revendication des féministes libérales, par exemple, comme la parité, dépasser le fameux plafond de verre dans les entreprises ou les associations, ne concerne pas vraiment les femmes prolétaires ou en situation d'extrême pauvreté, dont les conditions sont alors niées par ces féministes. Mais on ne peut qu'applaudir quand la lutte des femmes prend enfin en compte le harcèlement sexuel, la culture du viol, que ce soit dans la rue, les espaces de travail ou même chez soi. Le privé est politique. Il est aussi bien dans d'autres sujets comme le véganisme, bien que par peu de militants reconnus comme tels. Mais ici, ce ne sont ni le lieu ni l'heure d'évoquer ce point. Un premier pas pour l'abolition des oppressions, dans leur ensemble, abolir l'État. Nous pensons que l'abolition des États devrait porter un coup, sinon fatal, du moins significatif aux différentes oppressions, car les États véhiculent sciemment des clichés favorisant ce système oppressif. On parle même dans ce cas d'oppression systématique. Quelques exemples parmi de nombreux autres. La politique migratoire de tous les États relève d'un racisme exacerbé. La différence de salaire entre les femmes et les hommes, finalement approuvée par l'État, est pour le moins sexiste. Les contrôles de la CAF, plus facilement dirigés à l'encontre des femmes, célibataires, filles-mères, sont sexistes. Les tracasseries administratives que subissent les transgenres, justement relatifs à leur genre, sont générées par la transphobie des agents de l'administration et de l'État qui en est la tête par la non-reconnaissance de l'identité à laquelle ils ou elles aspirent. Débarrassés de l'État, nous n'aurions plus ce dangereux exemple sous les yeux et la tâche en deviendrait moins difficile pour informer et éduquer les gens, les aider à se déconstruire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.